Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'opportunité qui nous est offerte par Energy Cluster. Et bonsoir à tout le monde. Donc, quelques slides pour un petit peu positionner cette crise énergétique que nous vivons. Et puis, les slides sont relativement denses, ce que me rappellent toujours mes étudiants et mes étudiantes. Mais l'idée, c'est que vous aurez accès à ces slides après. Et donc, l'idée, c'est que vous obteniez un document qui est cohérent, que vous pouvez aller revoir avec des sources, si bien sûr vous en avez envie. Donc je m'en excuse, mais en même temps c'est aussi un signe de respect, un signe de complétude de ce point de vue-là. Alors, il faut que je trouve où je dois pointer. Voilà. Je vais bientôt demander de l'aide. Par là? Voilà, parfait. Nous sommes... Très bien. La preuve qu'une école d'ingénieurs, ça sert. Donc, la situation actuelle est tendue sur plusieurs fronts, on l'a rappelé. Elle est tendue de manière différente sur le front de l'électricité et sur le front du gaz naturel. Du point de vue de l'électricité, nous avons quelque chose qui n'est pas lié à la crise actuelle géopolitique en Ukraine, qui est lié déjà à un historique, notamment différentes difficultés qu'on a eues pour implémenter les énergies renouvelables, pour prendre un rythme accéléré de ce point de vue-là. On a des capacités de production qui sont stagnantes, avec une capacité de production qui s'est déjà arrêtée, la centrale nucléaire de Mühleberg, des problèmes sur le parc nucléaire français qui continuent à ne pas être résolus malgré l'hiver qui s'approche fortement, et sur le réseau électrique de transport, j'ai préféré utiliser encore le terme allemand qui dit très très bien ce que c'est, des difficultés, des congestions sur le réseau électrique. Et en plus, nous sommes en très mauvaise relation avec nos pays voisins et avec l'Union européenne en général, ce qui rend la situation encore plus difficile. Sur le secteur du gaz, il est clair que la guerre en Ukraine a précipité les choses au niveau de l'approvisionnement et des niveaux de prix également. On s'est rendu compte donc de cette dépendance à l'étranger, on va y revenir sur ce concept de dépendance, et que notamment sur les gaz renouvelables, nous ne produisons pas assez, pour l'instant j'espère, dans notre pays. On n'a pas de stockage national de gaz naturel, contrairement à nos voisins, ce qui nous pose également des problèmes. Et on vient de le voir encore il y a 2 semaines avec les annonces que nous avons reçues. Cette situation sur le gaz naturel va avoir aussi un impact sur les systèmes de chauffage à distance, notamment dans les périodes les plus froides. Et là aussi, nos mauvaises relations avec l'Union européenne rendent les choses extrêmement plus difficiles pour un petit pays au centre de l'Europe. Voilà. Non, là, je suis allé trop loin. Voilà. Voilà du point de vue électrique. Alors, 2 diagrammes, 2000-2021. Les colonnes, c'est comment on produit notre électricité. La ligne noire, c'est comment nous la consommons. Et vous avez les différents mois de l'année. Et donc, l'électricité a la caractéristique qu'il faut la consommer au même moment où on la produit. Et elle est relativement difficile de la stocker. Et vous voyez que la situation était assez équilibrée en année 2000. On exportait l'électricité en été. Et vous voyez très clairement ici, et là je vais essayer de voir avec le laser, voilà, vous voyez ici ce creux qui s'est créé ici en hiver avec cette perte d'indépendance de la Suisse et cette situation de déficit hivernal qui s'est gentiment creusé, j'appelle ça un déficit systémique qui s'est creusé pour la Suisse. En soi, importer n'est pas négatif. Par contre, il est clair que si on importe, on perd un petit peu de marge de manœuvre, on est beaucoup plus dépendant des fluctuations des prix, et donc c'est quand même une situation qui doit être prise de manière sérieuse, et on doit tenir compte aussi des impacts environnementaux indirects. Si on importe du courant électrique qui est plus sale en CO2 que celui qu'on produit en Suisse, ça a également une influence, et ça, il faut en tenir compte. Ici, un tableau qui vient d'une publication de l'EMPA, qui est un des 4 laboratoires fédéraux. Vous voyez 3 diagrammes. Ça, c'est la situation actuelle, et vous voyez comment, mois après mois, ou fait jour après jour, est produite l'électricité. Et vous voyez que c'est assez équilibré entre les surplus qui sont en haut et les déficits qui sont en bas. Mais vous voyez qu'ensuite, on va rajouter du photovoltaïque qui produit énormément en été. Vous voyez ici la pointe en été. Et on enlève NPP, les Nuclear Power Plants, les centrales nucléaires, parce que c'est la décision que le peuple a prise en avril 2017. Et vous voyez que la situation reste assez similaire, même si les chiffres changent beaucoup, notamment en été. Mais maintenant, on va vers un monde de plus en plus électrique. On consomme par les pompes à chaleur, on consomme avec les véhicules électriques. Vous les voyez ici, HP, pompe à chaleur, BEV, les véhicules électriques. Et vous voyez ce déficit qui se creuse inévitablement, notamment dans les mois hivernaux,
en atteignant des chiffres quand même faramineux. Si on pense 12 TWh, c'est quand même 1/5 de notre consommation, respectivement notre production en Suisse, vu que nous sommes à 60 TWh. Donc on a vraiment une question systémique qui va être rendue plus difficile par la guerre en Ukraine du point de vue de son solutionnement, mais qui se préparait déjà dans les années précédentes et que nous devons affronter actuellement. Voilà. Donc, pour la pénurie électrique, il y a toute une série d'actions qui ont été mises en place par les autorités fédérales, cantonales, communales également. J'en rappelle quelques-unes. L'idée de base, c'est d'éviter le blackout. Le blackout a des conséquences absolument catastrophiques, économiques bien sûr, humaines également, et surtout de rétablir la situation après un blackout du point de vue du génie électrique, c'est absolument un Albtraum, c'est absolument quelque chose d'infernal. J'ai rappelé ici quelques des actions qui ont été mises en place, notamment au niveau fédéral, avec le dispositif Austral, qui doit gérer justement ces situations de crise, des actions ciblées de la Confédération, des réserves hydrauliques, des centrales de réserve alimentées par des énergies fossiles, des groupes électrogènes auxquels on peut faire appel, toute une série d'actions qui servent à éviter le pire, je reprends là les termes des communiqués de presse, au cas où ça devait arriver. On a différentes task forces qui sont créées, on a mis en place des garanties financières qui sont extrêmement importantes dans une situation de volatilité des prix et d'accès plus difficile également aux ressources, des campagnes d'information, Nicole Zimmermann en parlera tout à l'heure, mais également, il faut en être clair, on a allégé le cadre légal. Pour l'instant, il faut le dire comme ça, on a mis un tout petit peu de côté l'environnement pour affronter cette crise-là. Donc on doit en être conscient, on peut en discuter, on peut avoir une sensibilité par rapport à ça, mais il faut en être conscient que nous sommes allés dans cette direction-là. La météo, à mon avis, jouera un rôle clé de ce point de vue-là, et déjà maintenant, il faut penser à l'hiver 2023-2024, 2024-2025. Il y a une urgence actuellement, ces actions sont mises en place, mais c'est probablement les prochains hivers, du point de vue de la résilience de notre système, qu'on devra également réfléchir. Ici, voilà par exemple des informations que vous pouvez obtenir sur le site de l'OFEN, aussi sur la centrale de Beer qui est en train de se construire quelque part chez nos amis argoviens avec des turbines à gaz qui peuvent fonctionner également au pétrole. Voilà. Ensuite, du point de vue du gaz, là, la situation, il y a eu énormément d'actions également. La branche gazière a été également appelée par la Confédération à prendre plein d'actions. Il est difficile de faire des pronostics. La consommation semble baisser, mais on a quand même eu un mois d'octobre, voire un bout du mois de novembre relativement chaud. On n'a pas de neige, par exemple, pour l'instant en cours dans nos régions, ce qui rend les pronostics relativement difficiles si c'est une baisse de consommation qui va être stable de ce point de vue-là. Les réservoirs de nos voisins européens sont pleins, mais il est difficile de dire si, quand les choses devaient devenir vraiment difficiles, on aura accès à ces stockages-là. Malheureusement, quand les choses coincent un petit peu, c'est là que les relations se tendent et, de nouveau, nos relations avec nos voisins européens ne sont hélas pas bonnes. On a construit des terminaux LNG en Allemagne, il y a des choses absolument incroyables qui sont en train de se créer, elles ne seront pas prêtes pour cet hiver. Il y a des nouveaux forages en Italie, dans la mer Adriatique, en face de Venise, des choses dont on ne parlait plus depuis 20, 25 ans. Une connexion France-Espagne, tout le monde disait c'est trop cher, on ne pourra jamais faire. Maintenant, surtout face à l'urgence, ce sont des choses qui deviennent réalisables de ce point de vue-là. On a là aussi des tensions avec nos voisins européens, notamment autour de transit gaz, qui j'espère pourront être résolues dans le futur. Et pour la Suisse, on a absolument besoin de construire un réservoir national. Et là, il y a déjà des projets de ce niveau-là, notamment au Grimsel, et éventuellement même de remettre en cause certaines décisions qu'on avait prises dans le passé. Je pense par exemple au forage de Noville dans le lac Léman, où, sur motion au Grand Conseil vaudois, la discussion va être réouverte pour voir est-ce que c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait utiliser. On a déjà, hélas, en Europe, en Suisse également, pour l'instant encore du chômage partiel en Suisse, les premières pertes d'emplois liées à l'augmentation massive des prix du gaz naturel. Pour certains secteurs industriels, c'est clairement un poids énorme. Là aussi, on a réussi à remplir nos réservoirs pour l'hiver 2022-2023, entre parenthèses avec du gaz russe, en grande partie. Est-ce qu'on pourra faire la même chose si la situation géopolitique devenait encore plus difficile pour 23-24 et 24-25? Donc déjà avoir un hiver d'avance, en quelque sorte, par rapport à l'urgence actuelle. Et notamment, la situation n'évolue pas, malheureusement, sur nos accords avec l'Allemagne pour l'obtention d'un accord sur la partie gaz
Pour l'instant, ça ne s'est toujours pas fait. En parenthèse, on vit une période absolument incroyable. Tu parlais de crise, Franck. On n'avait jamais parlé de sabotage sur le réseau de gaz naturel suisse. On commence à penser au sabotage. Donc, on vit vraiment une époque de dimension absolument inattendue et probablement imprévisible à laquelle nous sommes en train d'essayer de répondre tous ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je préfère toujours terminer avec un message positif. Il faut augmenter l'approvisionnement, diminuer la demande. Donc, ici, quelques idées. Je pense que tous les secteurs de la société, nous, vous, les industries, les écoles, les institutions, les administrations, peuvent faire quelque chose pour l'approvisionnement. Booster la production de PV. Ça, on en parle tous les jours. Vous avez vu que le Parlement est très actif là-dessus. Booster la production éolienne. Elle est cruciale en hiver. Les éoliennes produisent beaucoup plus en hiver. Et donc, peuvent être une bonne compensation, une bonne collaboration avec les PV. Je crois beaucoup au CCF, au couplage chaleur-force décentralisé, qui peuvent donc notamment alimenter des cadres, mais aussi individuels. Alors, c'est encore du fossile, en partie, d'accord? C'est probablement la manière la moins stupide d'utiliser du fossile dans cette transition. Et les CCF tournent en hiver, quand on a besoin d'électricité et de chaleur en même temps dans notre climat continental. La géothermie, ne pas lâcher malgré les mauvaises nouvelles qu'on a reçues de la part de l'AVE il y a 1 mois et demi. Continuer à vouloir utiliser la géothermie, peu profonde ou plus profonde. Je pense qu'il faut un plan ballon pour le biogaz. Tout gigawattheure de biogaz qu'on produit, c'est du gaz qu'on ne va pas acheter dans un pays avec lequel nos relations sont pour l'instant tendues. Miser sur l'hydrogène vert, peut-être à moyen terme, mais aussi ouvrir à d'autres formes d'hydrogène décarboné. Je pense à l'hydrogène bleu, l'hydrogène jaune. Il faudra un jour qu'on se positionne là-dessus. Notre cadre légal n'est pas complètement prêt. Et on l'a vu aujourd'hui avec une motion d'un parti au Parlement fédéral, il faudra bichonner les 4 réacteurs nucléaires qui nous restent. Indépendamment de l'opinion qu'on a sur le nucléaire, c'est quand même des térawattheures qui sont pour l'instant extrêmement importants, de nouveau indépendamment de la décision qui a été prise de ne pas ouvrir de nouvelles centrales nucléaires en 2017. La demande, optimiser les processus industriels, toujours, on a beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, il faut peut-être aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on appelle en anglais les low-hanging fruits, donc les solutions faciles qu'on a déjà mises en place. L'industrie a fait son travail de ce point de vue-là et elle est en train de continuer. C'est important dans un pays industriel, aussi pour ne pas désindustrialiser notre pays à cause des niveaux de prix du gaz naturel et de l'électricité. Rénover les bâtiments, ça je crois qu'on en parlera encore après, encore et encore, rénover nos bâtiments pour consommer moins, mais aussi dépenser moins. Actuellement, ça devient d'autant plus pressant. Sensibiliser aux bonnes pratiques, là aussi je pense que Nicole Zimmermann en parlera. Je pense qu'il faut beaucoup viser sur la responsabilité individuelle, peut-être ne pas faire sentir le consommateur en faute de ce point de vue-là. Je pense que c'est important. J'ai peur que si on fait sentir les gens en faute, au fait, on obtient l'effet contraire de ce point de vue-là. On doit continuer à avoir des exigences fortes sur les équipements, parce que ça, c'est quelque chose qui fait aussi avancer la qualité des équipements, quelque part. Donc, c'est vraiment important. Et ça, c'est mon avis personnel. C'est pour ça que je l'ai mis aussi en italique. Je pense qu'il faut, de toute manière, le plus possible, éviter la fermeture de structures de vie sociale, comme les patinoires, les piscines, etc. J'ai rien dit sur les remontées mécaniques, je ne suis pas d'origine valaisanne, d'accord? Mais là, je pense qu'on va toucher aussi une question de société, d'équilibre de la société. Et notre société, on l'a vu avec la crise de Covid, tient sur des équilibres aussi qui sont liés à ces infrastructures, qui sont importantes. Si on peut éviter d'aller toucher ça, ce serait vraiment important. Voilà. Ma présentation est finie. Je crois que j'ai tenu les temps francs, ce qui est assez rare. Merci pour votre attention. Voilà. Massimiliano, j'ai 2 questions quand même à toi. Il y a une dimension que tu n'as pas mentionnée, c'est la dimension Europe. Oui. Comment important est la coopération avec l'Europe dans ces questions énergétiques? Elle est absolument fondamentale. Nous sommes complètement, au niveau électrique, nous sommes complètement liés au réseau européen. C'est aussi le cas sur le réseau de gaz. Et dans cette situation de crise, tant qu'on ne réussit pas à mettre en place des actions qui vont être actives sur le long terme, sur le moyen terme, je pense au biogaz, mais ça peut être aussi les éoliennes, elles ne seront pas construites du jour au lendemain. On doit pouvoir compter sur nos voisins et malheureusement, les mauvaises relations
rendre tout ceci extrêmement difficile. Ne serait-ce aussi que, par exemple, quand nous devons intervenir ça c'est le cas tant pour des gens de l'administration que pour des chercheurs, intervenir dans des groupements internationaux européens, c'est devenu actuellement extrêmement difficile. Et aussi de faire porter la voix de la Suisse avec ses solutions propres, et je le rappelle, une production d'électricité pratiquement sur CO2 pour l'instant. Je pense que c'est un appel très clair à Berne, donc bougez Berne, s'il vous plaît. Maintenant, une deuxième question, un peu plus au niveau technique. Toi, tu as bien expliqué que justement, en été, on a un excès d'énergie, de production d'énergie. On a besoin de transporter cet excès justement dans le creux de l'hiver. Tu as parlé de l'hydrogène, par exemple. Alors, la question à moi, c'est qu'au niveau local maintenant, si on parle par exemple du canton de Neuchâtel, qu'est-ce que Neuchâtel peut faire dans ce genre de défi? Alors, ça, c'est la malédiction de l'électricité. L'électricité, la fée électricité est quelque chose de magnifique, mais elle doit être consommée en même temps qu'elle est produite. Et donc, on a cet équilibre qui est difficile. Et donc, effectivement, l'hydrogène, les gaz renouvelables nous permettraient donc de produire ces produits-là, donc ces gaz, en été, quand nous avons beaucoup de PV, et de pouvoir, notamment, et de pouvoir les utiliser, si possible, en hiver. Et donc, de réfléchir à des solutions qui mettent en avant ces gaz renouvelables, l'hydrogène, c'est quelque chose d'important. En même temps, il produire un peu plus en hiver, et là je reviens au défaut de me faire attaquer tout à l'heure, je répondrai si jamais aux arguments, sur l'éolien qui produit quand même, contrairement au PV qui produit beaucoup en été et peu en hiver, produit beaucoup plus en hiver, et ça c'est un avantage qu'on ne peut pas négliger, et là la Confédération a donné des chiffres qui sont extrêmement clairs sur ce qu'on doit faire. On va continuer à discuter sur ces questions un peu plus tard, aussi pour ceux justement qui ont des questions spécifiques à Massimo. Oui. S'il vous plaît, maintenant formulez les questions, mettez-les sur le site chez nous, comme ça on peut les répondre plus tard. J'ai un petit cadeau de la part du canton et de la ville de Neuchâtel pour toi. Alors, je pense, on peut l'applaudir, non? Merci Massimiliano.